Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce webinaire dédié à la certification HAS, un enjeu clé pour vos établissements. Le webinaire va commencer d'ici quelques petites minutes. On attend que certaines personnes puissent se connecter. En attendant, je me permets de me présenter. Clara, je suis chargée de communication et de marketing chez Simango et je suis ravie aujourd'hui de vous accueillir pour ce webinaire dédié à la certification HAS. Vous êtes plus de 200 vous êtes plus de 200 inscrits et inscrites. Donc, comme quoi, la démarche qualité est un sujet qui vous tient à cœur. On va pouvoir démarrer dans quelques petites minutes. Donc, avant de commencer le webinaire, le webinaire durera 45 minutes. Le chat est ouvert, donc n'hésitez pas à nous dire dans quel établissement vous exercez et d'où vous venez. Ça me permettra à moi, mais aussi aux experts qui vont prendre la parole juste après, de mieux vous connaître. Et si vous ne pouvez pas rester jusqu'à la fin du webinaire, pas de panique, le replay sera mis en ligne juste après le webinaire. Je pense qu'on va pouvoir démarrer. Et donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur François Pagès et Monsieur Cédric Filias. Donc François Pagès, directeur de la qualité et la gestion des risques, et Cédric Filias, coordinateur de la qualité et de la gestion des risques, tous deux exerçant au GHT Grand Paris Nord-Ouest. Donc ils vont nous partager avec nous leur expertise, mais aussi leur retour d'expérience sur les enjeux de la certification HAS. Et nous avons également avec nous Monsieur Guillaume Brun, qui est notre responsable produit chez Simango, et donc nous parlera des outils numériques et de la formation en simulation pour accompagner cette démarche de certification HAS. Et donc, je laisse la parole à Monsieur Guillaume Brun. Je retourne me cacher dans les backstage. Bonjour à tous, et je vais vous dire quelques mots sur Simango, qui est donc un organisme de formation créé en 2018 et qui a la particularité de proposer donc des formations innovantes sous type de simulateurs numériques gamifiés. Tout ça fonctionnant sur PC. C'est une équipe de 30 personnes qui est basée à Rennes. Et puis on a le plaisir d'avoir formé depuis la conception de la société plus de 150 000 professionnels répartis entre des établissements de santé, qu'ils soient sanitaires ou médico-sociaux, et de plus en plus d'instituts qui font appel à nous et nos formations dans les cursus. Au total, c'est un catalogue de plus de 30 formations que l'on co-construit avec des experts. Et puis l'actualité est chargée. On essaye actuellement de renforcer ce catalogue avec davantage de contenu. On travaille sur la mise à jour aussi bien du contenu, mais également de la forme de nos formations pour qu'elles soient toujours au top. Et c'est actuellement une ambition qui est riche parce qu'on essaie de sortir une nouvelle formation tous les mois, ainsi que de refondre notre plateforme pour avoir le meilleur service possible. Voilà pour Simango, quelques mots, et je laisse la parole à Cédric et François pour. Oui, bonjour. Donc, pour présenter l'outil GoCertif, qu'on présentera un petit peu plus en détail. Donc, c'est un outil de préparation à la certification, un outil d'évaluation interne, donc on a créé en 2021, au moment de la publication du référentiel HAS dès 2020, et qu'on a créé avec mon collègue François Pagès pour faciliter la préparation à l'échelle des services, au niveau des équipes. Donc, c'est un outil qui est mis à jour à chaque évolution du référentiel HAS. Donc, on en est à la 4e mise à jour avec la D2025. Donc, jusqu'à présent, 21 établissements de santé publics et privés, CHU, GHU, établissements spécialisés, les cliniques qui ont fait le choix d'utiliser l'outil.
Et donc, cet outil GoCertif, c'est un outil d'évaluation par méthode HAS. Donc, on a 5 grilles GoCertif, un pour chaque méthode. Ok, donc là, on va vous présenter, bonjour à tous d'abord. On va faire un point rapide sur cette nouvelle version de la certification. Donc l'objet du webinaire, c'est pas de faire quelque chose de très détaillé. Hein. Vous avez, je pense que vous avez pour beaucoup déjà consulté ou assisté à un webinaire qui est fait animé par l'autorité de santé pour la structure régionale d'appui. Donc, ce qu'il faut retenir, et ça, pour faire le lien avec GoCertif, c'est que vous avez pu tous constater qu'on était dans une continuité sur cette nouvelle version de la certification. Donc, il n'y a pas de bouleversement comme on avait pu s'y constater avec les précédentes itérations de la certification. Donc, je vais faire en synthèse en fait ce qu'on peut retenir, enfin, à mon sens, de la certification. Donc, c'est vraiment une continuité de la démarche avec un manuel de certification qui va rester structuré en 3 chapitres. Chapitre 1, le patient. Chapitre 2, l'équipe. Chapitre 3, l'établissement. Donc, on est vraiment en terrain connu. De même que pour les méthodes de visite, on reste sur les mêmes méthodes de visite. Après, on va voir, il y a des petits ajustements, mais ce n'est pas forcément majeur. Sur les attendus eux-mêmes des éléments d'évaluation, on peut dire que 3/4 des attendus restent les mêmes. Après, il y a parfois des petites différences dans la façon dont c'est formulé, mais il y a, on va dire, à peu près 25% de nouveaux attendus. Donc là, c'est pareil. Donc c'est pour ça que, en ce qui concerne le GHT-GPNE, Grand Paris Nord-Est, GoCertif va continuer, il va avoir une continuité et il trouvera toujours sa place dans notre démarche d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Alors, pour ce qui est des nouveautés, donc c'est notamment les critères impératifs. Hein, il y en a 21, donc on a un petit peu plus, mais il faut surtout regarder une attention particulière aux petits nouveaux. Donc, on sait que le médicament a pris de l'ampleur, donc on a 2 nouveaux critères impératifs. Donc, voilà, beaucoup déjà l'ont repéré. On a un nouvel critère impératif sur la prescription et un nouvel critère impératif sur l'administration. Ce qui porte à 4 le nombre de critères impératifs qui tournent autour des médicaments, puisqu'on avait déjà l'antibiotique et tout ce qui est médicaments à risque ou à haut risque, selon la terminologie qu'on adopte. Donc ça, voilà, c'est 2 nouveaux critères impératifs sur le médicament. Un nouveau critère impératif qui concerne l'interventionnel, donc sur la maîtrise des risques, mais surtout l'élément nouveau, c'est qu'il va de pair avec un nouveau traceur ciblé. Là, sur le plan méthodo, c'est la nouveauté, c'est qu'on a un nouveau traceur ciblé qui va de pair avec ce critère impératif sur l'interventionnel et qui abordera aussi par la même occasion l'histoire de la checklist. Donc, pour dire qu'il y aura vraiment un zoom sur l'interventionnel, des choses qui étaient vues au cours dans un petit morceau de parcours traceur. Là, il y aura vraiment une séquence consacrée. On va au bloc, on va en salle de choro, on va en endoscopie. Donc, ce sera beaucoup plus observé, on va dire. Ensuite, sur les autres critères impératifs, on a des choses qui sont… on a un nouveau critère impératif sur la prise en charge des nouveau-nés. Donc, je pense que les secteurs concernés n'apprendront pas forcément de choses nouvelles. C'est plus quelque chose qui sera vérifié au travers du prisme de la certification que de nouvelles exigences. Ensuite, on a un nouveau critère sur les transferts évitables des personnes âgées. Par contre, ça c'est beaucoup plus conséquent sur la manière dont on organise nos filières. Je pense que celui-là, on va être particulièrement attentif pour travailler dessus dans le cadre de nos projets médicaux. Et puis, purement qualité, et usager, il y a la question de la satisfaction patient, donc qui a été gradée en critères impératifs. Ensuite, sur les éléments méthodos, je vous parlais du traceur ciblé, effectivement, sur l'interventionnel qui vient s'ajouter. En ce qui concerne la santé mentale, on a aussi 2 nouveaux, donc il y a 2 nouveaux traceurs ciblés. Là, c'est pareil, sur l'isolement, la contention, c'était quelque chose qui était vu lors du parcours traceur. Donc là, on aura un traceur ciblé qui sera focalisé sur l'isolement, la contention, santé mentale. C'est vraiment une séquence dédiée purement à ça. Et sur la santé mentale, pour ceux qui font de l'ECT, donc l'électroconvulsivothérapie, ils auront aussi un traceur ciblé, mais je pense qu'ils se sont déjà aperçus. Après, l'élément important, c'est aussi les parcours traceurs, aussi une petite nouveauté sur les parcours traceurs avec le fait que les patients sont interrogés. Donc, ils ne seront plus seulement interrogés lors des patients traceurs, mais également lors des parcours traceurs. Et l'élément important, c'est aussi que le parcours traceur, il prend énormément de place dans ce nouvel format
du manuel de certification. Donc, un point d'attention sur les parcours traceurs, d'autant qu'en fait, les critères observation, si vous regardez les manuels, ça a réduit sur le volume de critères purement observation. Faire attention parce qu'en fait, ces critères observation, ils se retrouvent en fait formulés d'une autre manière dans les parcours traceurs. Donc, une attention particulière sur les parcours traceurs. Et puis, je me répète peut-être, mais sur les traceurs ciblés, voilà, sur traceurs ciblés interventionnels, isolement de contention, on a vraiment qu'il y a une volonté de la HAS de faire un zoom dessus. Donc, vraiment avoir une attention particulière dans sa démarche qualité à intégrer ces aspects. Voilà ce qu'on pouvait dire en synthèse. Comme je vous l'ai dit, on ne va pas faire toute la présentation. C'est quelque chose de synthétique pour fixer le contexte. Merci François pour ce rappel concernant l'évolution du référentiel. J'en profite pour, avant de prendre la suite, de vous rappeler que n'hésitez pas dans le chat à poser vos questions. On pourra y répondre à la fin de ce webinaire. La thématique principale qu'on souhaitait aborder, ce sont donc ce panorama sur les outils numériques qui vont être au service de la qualité et donc in fine forcément au service de la certification. Et on va commencer avec un premier type d'outil, on va dire le plus classique, les logiciels de gestion de la qualité en santé, des logiciels qui ont beaucoup évolué, qui maintenant intègrent de nombreuses fonctionnalités, un périmètre de plus en plus large. C'est notamment voilà, l'ambition initiale que de structurer, d'automatiser la gestion de la qualité et des risques, avec voilà, le point important étant l'acte d'automatisation, pouvoir vraiment avoir cette conformité aux exigences de la HAS et à toutes les normes qui doivent être respectées, qu'elles soient ISO, celle de l'ASN, maintenant nommée ASNR. Et tout ça va pouvoir se faire à travers des indicateurs qualité. Ces outils vont permettre de suivre des tableaux de bord, d'avoir un pilotage fin de ces indicateurs. Et puis je le disais, voilà, des fonctionnalités qui s'agrègent autour de ces logiciels. On va faire un focus plus important juste après cette slide sur ces outils, donc sur ces fonctionnalités, que ce soit la gestion électronique des documents et toute la traçabilité qui y est associée, mais également la déclaration, l'analyse des événements indésirables, et tout ce qui va être autour de la gestion des audits, des différents plans d'action, le suivi des non-conformités. Donc, c'est des logiciels qui sont très variés. Il y en a de plus en plus sur le marché. On va en citer quelques-uns, Bluecango, Hval, Innov, Calineo, etc. Il y en a beaucoup avec plus ou moins de fonctionnalités. Voilà pour cette première catégorie. Oui, tout à fait. Là, on retrace un peu l'histoire, la sédimentation des solutions numériques qui sont développées au travers de la démarche qualité, qui sont un peu liées aussi à l'évolution de la procédure d'accréditation pour les plus anciens maintenant, de certification. Donc, initialement, c'est beaucoup la GED qui s'est développée d'avoir à gérer sa gestion documentaire, des protocoles procédures qui existaient dans les classeurs, voilà, des services et chacun avec son protocole, etc. On avait souvenez-vous, on avait des classeurs par thématique parfois, le classeur hygiène, le classeur immunovigilance. Donc, tout ce travail, c'était comme je dis, avec l'accréditation, ça a été vraiment, dans un premier temps, la certification, c'est beaucoup consacré à cet aspect documentaire, maîtrise des protocoles, maîtrise des procédures. Et puis, la notion d'éléments de preuve également, ça, on s'en souvient aussi dans le cadre de la procédure de certification, parce qu'on s'en souvient tous, pour ceux qui l'ont connu, ils devaient référencer les éléments de preuve. Donc, c'est vrai que la GED, c'est la première chose qui s'est développée liée à ce contexte, en effet, de maîtrise déjà documentaire. Et donc là, après, qui était aussi servir de base, comme la visite de certification à la conduite d'audit, voilà, pour faire la connexion. Donc, on était beaucoup sur le documentaire. Donc, dans la diapositive suivante, on a vu l'autre chose qui a pris de l'importance, c'est la gestion des risques. Donc, la déclaration des événements indésirables, notamment dans la veille 2014, en plus, on parlait même, on était dans une notion de cartographie des risques. Donc, ce qui s'est beaucoup développé en termes de solutions numériques, bien sûr, c'est la déclaration et le suivi des événements indésirables. Et puis, en lien avec ça, sur la notion de retour d'expérience. Donc, c'est pas mal de solutions qui sont développées. Et on va voir après que maintenant, on veut dire ces solutions numériques, c'est en quelque sorte de l'acquis, et que là, on voit émerger de
nouvelles solutions numériques qui sont là pour répondre à l'évolution de nos organisations et de notre façon d'animer la démarche qualité. Si on peut passer à la diapo suivante. Et donc nous, un peu, c'est l'outil GoCertifics que l'on présentait. Donc, notre ambition, après, dans une démarche qualité, c'est pas que la certification. Hein. Souvent, ça a été un peu les écueils. On parlait d'histoire au début de la certification. Grosso modo, on était là, on se préparait pour la procédure d'accréditation certification. Maintenant, culturellement, ça a changé. Maintenant, ce qu'on attend, c'est d'être dans une démarche continue. Et donc, la certification, c'est pas une fin en soi, mais c'est l'utiliser comme moyen. En fait, c'est vraiment ça ce qu'on cherche à faire. Et donc, toutes les méthodos et le manuel de certification, ce sont des moyens et pas une fin en soi. Donc, comment on anime ça après? Donc, le levier important à retenir, c'est que, si on peut revenir sur la diapo juste précédente, j'ai pas encore. Ce qu'il faut retenir, c'est ça qu'on cherche, c'est vraiment d'avoir quelque chose de continu. Donc, en lien avec cette notion de continu, il faut avoir des outils, des méthodes qui correspondent à mettre en place, animer quelque chose de continu. Donc là, je cite quelques exemples, mais je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Par exemple, sur les patients traceurs, on a vraiment développé largement la conduite de patients traceurs, cherché à rendre les services autonomes. Alors après, on a différentes stratégies. Il y a les patients traceurs qui se font en interne du service. Il y a aussi la possibilité de faire des patients traceurs en croisée, le service d'à côté qui va faire patient traceur. Et puis après, on a aussi pas mal mobilisé les traceurs ciblés dans le cadre d'audit interne. Donc, et ça, vous avez vu mon avis, c'est qu'il faut vraiment continuer à le faire. Traceurs ciblés médicaments, traceurs ciblés sur l'hygiène, voilà, ça, on a mobilisé ces outils-là. Et on voit sur d'autres aspects, alors qui ne sont pas du coup des outils méthodaux de la HS, mais en fait, qui vont intervenir pour répondre aux attendus, parce qu'on voit que l'élément essentiel, c'est l'appropriation par les équipes. Et c'est ça, des outils numériques, en fait, qu'on recherche maintenant, et les méthodos, l'animation, c'est comment faire en sorte que les équipes s'approprient en fait toutes les actions qualité. Donc ça passe, donner des exemples, ça se passe par des quiz, des jeux des erreurs, la chambre des erreurs, les escape games, la simulation, l'utilisation de formats vidéo. Et ensuite, on a aussi la possibilité, nous c'est ce qu'on fait sur le GPA2, on développe aussi, on définit la notion de visite interne à blanc annuelle. Mais après, on voit bien, avant de passer à la diapositive suivante, que la problématique de l'animation d'une démarche qualité, le levier, la certification, c'est d'établissement, mais on se rend bien compte que le levier pertinent, c'est le levier service. Et donc, associé à ça, c'est essentiel de développer des outils qui vont fonctionner, faire du reporting et permettre d'animer la démarche qualité à l'échelle du service en proximité des équipes. Et c'est ce que nous permet GoCertif et que va vous présenter mon collègue Cédric Filias. Oui, donc les apports, comme l'a dit François et comme je l'ai dit tout à l'heure, les apports de cet outil GoCertif, quand on l'a créé, quand on l'a réfléchi, c'était vraiment d'impliquer les équipes à l'échelle du service, à la fois faciliter l'appropriation des exigences des attendus HAS, et puis sur les précédentes itérations, on faisait déjà des patients traceurs, on faisait déjà des retours aux équipes avec des résultats, des scores, des niveaux de décision, des points forts, des points d'amélioration, et on voyait bien que voilà, les équipes étaient sensibles à ça, donc on a réfléchi à développer quelque chose qui corresponde davantage à ça. Donc, c'est un outil qui est complémentaire de Calista, puisque la HAS met à disposition de Calista des experts visiteurs, mais aussi des établissements de santé. Mais si vous connaissez Calista, on peut faire des évaluations internes, mais à l'échelle de l'établissement, on peut faire un certain nombre de séquences d'évaluation, mais ça donnera un résultat, un score à l'échelle de l'établissement. Donc, nous, on a voulu vraiment travailler sur un outil qui permette de restituer des résultats par évaluation, évidemment, mais par service. Et tout en ayant un suivi dans le temps, puisque donc, chaque grille permet de faire plusieurs évaluations, ce qui permet potentiellement, en fonction de l'utilisation qu'on veut en faire, d'avoir un suivi donc, en termes d'amélioration des pratiques. Et donc, à la fin, donc, on a un résultat et on donne, en fonction de la méthodologie HAS, un niveau de décision de certification. Donc, vous les connaissez, certifié avec mention, certifié, enfin non certifié. Voilà, c'est des données à titre indicatif, mais voilà, les équipes, ça leur permet un petit peu de se situer dans une démarche de certification et voilà,
de se comparer potentiellement aux autres services. Donc, pour présenter l'outil GoCertif, donc en haut, la partie en haut à gauche, c'est la partie un petit peu gestion d'outils. Alors, c'est un peu petit, désolé, mais donc on a un certain nombre d'onglets sur cet outil. Donc, un onglet pour faire la saisie des réponses aux différents éléments d'évaluation. On a un onglet évidemment avec les résultats, avec les graphiques. Je vous montrerai ça après. Et donc, on va pouvoir, en fonction de la méthode utilisée, sélectionner donc les critères et donc les éléments d'évaluation qu'on va devoir évaluer. Donc, par exemple, on a tout ce qui est champ d'application, ça va concerner les méthodes patient-traceur et parcours-traceur. Donc, on va retrouver les différents thèmes qu'on a aussi dans Calista qui permettent de sélectionner le profil du patient. Ou le profil du parcours, hein, donc tout ce qui est critères tout établissement, chirurgie, ambulatoire, santé mentale, etc. Donc on va pouvoir filtrer le profil qu'on souhaite pour que les grilles s'adaptent automatiquement et ne sélectionnent que les critères qu'on doit évaluer dans le cadre de ce profil. Donc la même chose pour les traceurs ciblés. Traceurs ciblés, quand on va cliquer dessus, on va avoir les différents traceurs ciblés proposés. Donc là, on est en V2024. Donc pour l'instant, il n'a pas encore la mise à jour est en train de se faire. Donc on n'a pas encore les nouveaux traceurs ciblés. Mais l'idée, c'est qu'on sélectionne le traceur ciblé qui nous intéresse et donc la grille va automatiquement se profiler selon cette thématique. Et de la même manière, sur l'audit système, alors lui, on va pouvoir sélectionner soit une thématique, soit donc la population qu'on souhaite interroger. Donc, pour ceux qui savent, hein, on a les critères représentants d'usagers, les critères gouvernance et les critères professionnels. Et on peut combiner donc une évaluation, un audit système, en sélectionnant la population qu'on veut interroger et là où les thématiques souhaitées. Donc, c'est toujours un petit peu petit. Et là, donc, ça correspond à la partie saisie, donc saisie de l'évaluation interne. Donc, on va avoir un certain nombre de colonnes. Alors, il y a aussi des colonnes qui sont masquées, puisqu'on a repris l'architecture du manuel de certification. La HAS, là, pour la V2025, a mis à disposition les grilles Excel pour l'évaluation interne. Donc, mais c'est les grilles qui correspondent aux critères et aux éléments d'évaluation. Ce n'est pas un outil où qu'on va pouvoir renseigner pour avoir après des résultats. Voilà, mais en tout cas, c'est la base de notre outil, hein, d'avoir les chapitres, les objectifs, critères, éléments d'évaluation. Alors, le petit plus qu'on a, ce qu'on a valorisé dans cet outil, c'est que on a fait aussi un décryptage. Enfin, en tout cas, on propose un décryptage des éléments d'évaluation sous la forme de questions. Donc ça, c'est quelque chose qui est totalement personnalisable par les établissements qui en disposent. Ensuite, donc, le filtre qu'on aura utilisé sur le champ d'application, sur la thématique traceur ciblé ou audit système, on va le retrouver donc, dans le tableau également. Donc, ça sera sélectionné, comme j'ai dit tout à l'heure, les critères éléments d'évaluation correspondants. On va pouvoir évidemment sélectionner le profil donc, des personnes qu'on va interroger. Patient, là en l'occurrence sur la grille patient-traceur, ça va être patient professionnel. Alors il y avait encore observation, mais ça disparaît. Ensuite, donc pour chaque critère et élément d'évaluation, on va pouvoir dire si on satisfait à l'élément d'évaluation. Donc on va répondre non, j'ai pas fini, pardon. Les réponses oui, non, réponses inappropriées quand c'est des questions aux patients. Voilà, on va pouvoir également indiquer, donc compléter par une prise de notes, puisque nous, les grilles patient-traceurs, comme on l'a évoqué tout à l'heure, nous, on a formé des binômes dans les services et donc ils utilisent ces grilles en autonomie. Donc là, on leur explique que c'est important de prendre des notes, que ce soit des choses qui sont faites ou des choses qui ne sont pas faites, et puis d'avoir la possibilité de renseigner des plans d'action. Et ensuite, on suggère fortement de faire une synthèse en identifiant les points forts et les points d'amélioration. Et donc après, on peut passer à la suivante. Donc après, on a les résultats. Donc les résultats, on va reprendre tous les critères. Il n'y a plus la notion d'élément d'évaluation. Là, c'est critère par critère. Les critères en rouge qui sont les critères impératifs et ceux en orange, les critères avancés. Et donc, on va avoir pour chaque critère un score au regard des réponses qu'on aura apportées précédemment. Les critères impératifs, donc on a une petite colonne, alors c'est petit, mais on a une case en rouge où c'est marqué oui. Donc, les critères impératifs pour lesquels on ne satisfait pas aux exigences,
on indique que potentiellement ça générerait une fiche d'anomalie. Et puis donc à la fin, tout en bas de l'onglet, de la page, on retrouve donc le score qui correspond à l'ensemble des critères, le nombre de fiches d'anomalie, et au regard de ça, puisque dans le précédent guide méthodologique, la HAS expliquait un petit peu comment était donné le niveau de décision au regard du score, du nombre de fiches d'anomalie, etc. On fait un petit calcul et ça donne à titre indicatif le résultat pour chaque évaluation, sachant que sur une grille, patient traceur, parcours traceur, on peut faire jusqu'à 16 évaluations sur la même grille. Donc, ça permet de suivre l'évolution. Et donc, si on passe sur la diapo suivante, voilà, c'est sous format graphique. Donc, de la même manière, on reprend un certain nombre d'informations, pardon. Et donc, on va retrouver pour chaque critère le score de l'évaluation en cours, et on indique également donc, la moyenne des différentes évaluations pour un petit peu se positionner et voir si on est plutôt sur une amélioration ou s'il y a encore du travail à faire. Voilà. Merci beaucoup. Pour compléter ce panorama, je vous propose de parler donc des outils qui vont contribuer à la formation. Et François l'évoquait tout à l'heure, hein, l'importance d'impliquer les professionnels, de les mobiliser au service de la qualité. Bien sûr, la formation va avoir un jeu là-dedans. Et donc, avec l'ancrage des bonnes pratiques, la réactualisation des connaissances, bien sûr, le respect des protocoles. Tout ça pour avoir les bonnes réactions face aux situations à risque. Et en fonction des types d'outils, ils vont plus ou moins être engagés, plus ou moins être impliqués. Ça va permettre une meilleure compréhension des exigences. Et forcément, quand on comprend mieux, généralement, on a tendance à être un peu plus impliqué. Tout ça, forcément, va contribuer à préparer les professionnels aux visites de certification. Pour parler donc maintenant de ces outils, on va commencer avec un premier type d'outils. Ce sont les outils d'animation de formation. Des outils qui sont développés, il y en a de plus en plus, j'en cite quelques-uns, Kahoot, Klaxoon, WooClap, Bicast, et qui vont avoir cet intérêt de pouvoir être utilisés en présentiel. Souvent, ça passe par des applications mobiles qui peuvent être utilisées, et ça peut être aussi utilisé à distance en les combinant avec des outils de visioconférence. Donc, ce sont des outils qui vont rendre les formations vraiment interactives. On va essayer d'engager les apprenants. Donc c'est souvent des petits quiz, des petits sondages, des jeux interactifs qu'ils vont pouvoir faire pendant la formation. Voilà, très facilement, on peut dérouler quelque chose d'un peu plus descendant et puis faire une pause, demander, voilà: «Qu'est-ce que vous avez retenu de ce premier chapitre?» Et puis chacun répond, à 1 ou 2 quiz, ou également sonder les gens, voilà, parmi vous, combien, pensaient que c'est cette pratique-là ou cette pratique-là qui est la plus adaptée? Et on peut comme ça réagir en fonction, de ce qu'expriment les apprenants. Tout ça va être, dans un objectif d'encourager la collaboration, et ces outils proposent, voilà, de faire, des nuages de mots, des post-it numériques où chacun va pouvoir faire des propositions et contribuer à la réflexion, au brainstorming, de l'équipe pour améliorer les pratiques. Donc voilà un premier type d'outil. Sur le deuxième type, juste après, donc ce sont les outils de formation à distance. Donc quand on entend formation à distance, j'imagine qu'on pense très vite à la visioconférence, qui est un format un peu passif. C'est vrai, généralement, voilà, un formateur ou des experts qui parlent et des apprenants, qui attendent un petit peu la suite. Mais de plus en plus, et notamment avec la période du Covid, se sont développés des outils dits de classe virtuelle, avec cet enjeu de créer un espace d'apprentissage permettant l'interaction entre les différents apprenants, une interaction en temps réel. Alors ça passe bien sûr par des outils qui sont connus au sein des outils de visioconférence, hein, le chat, la prise de parole audio des apprenants, également donc la vidéo, le partage d'écran, la mise à disposition de supports pédagogiques. Voilà, on peut afficher des documents, des diaporamas, des vidéos. Mais là où ces outils spécialisés dans la classe virtuelle vont innover, c'est la capacité pendant ce live, pendant que tout le monde est connecté,
de tout d'un coup faire des activités. Donc en mettant voilà, un tableau blanc interactif, en proposant des sondages. Donc juste avant, je vous ai parlé de ces outils d'animation. Bah là, ils vont être combinés à l'outil de visioconférence, avec également la possibilité de faire des sous-groupes. Voilà, on réunit quelques apprenants dans une visio, d'autres dans une autre visio, et puis l'apprenant le formateur va pouvoir passer d'un sous-groupe à l'autre. Donc chacun va pouvoir travailler de son côté, chaque groupe va travailler de son côté, et puis tout le monde va revenir pour débriefer, pour discuter des conclusions de chacun des sous-groupes. Et enfin, quand on parle de formation, en particulier de formation numérique, on parle forcément du e-learning, qui est un terme un peu valise, hein. On retrouve, des contenus très, très variés, très différents sous ce terme e-learning. Alors je vous propose de classer un petit peu tout ça. Le L'outil le plus simple en termes de e-learning, c'est ce qu'on va appeler, la catégorie du rapid learning. Alors le terme peut, prêter à confusion, c'est pas rapid learning au sens où on va apprendre très vite, mais plutôt, dans le sens rapid learning development. On va pouvoir développer des briques pédagogiques facilement, à faible coût. Généralement, ce sont des outils qui permettent de prendre un support type PowerPoint, un fichier Word, et de le transformer pour que ça devienne une ressource e-learning qu'on pourra déployer sur des plateformes de formation de type LMS. Bon, forcément, on est sur quelque chose d'assez simple, mais qui peut avoir son intérêt. Plus classiquement, donc le e-learning, vraiment classique dans le terme, là, pour le coup, on va vraiment avoir un objectif pédagogique. On va chercher à organiser du contenu pour que les apprenants progressent dans la thématique, qui est visée. Et donc, ce sont un ensemble de modules qui vont composer ce e-learning, des modules voilà, de type slide, des vidéos, des quiz également, mais tout ça pensé autour d'un scénario, autour d'une progression des apprenants. Et enfin, la troisième catégorie, c'est bah, on a bien vu que les e-learning étaient un petit peu plus actifs, un peu plus interactifs avec les quiz par exemple. Mais en cherchant à mobiliser un petit peu plus, à engager un peu plus les apprenants, se sont développés les outils de learning games, en appuyant vraiment donc sur ce côté jeu, cette gamification, en développant l'interactivité des contenus. Alors les e-learning ont agrégé des nouveaux modules, des modules un peu plus ludiques, des mini-jeux qui vont permettre, d'engager et de rendre ça un peu plus sympa, les thématiques. Et progressivement, on a vu l'émergence des serious games et des simulateurs numériques où cette fois-ci, l'immersion, a pris la place. On est dans des environnements, recréés la plupart du temps en 3D, et la différence entre le serious game et le simulateur numérique va dépendre de ce degré d'immersion, et ce degré de réalisme qu'on va souhaiter, apporter aux apprenants. Vous l'aurez compris, Simango est spécialisé dans la formation de simulateurs numériques, des simulateurs numériques qui vont être gamifiés, et ces outils vont avoir une vraie importance pour la formation et pour la certification. Donc sur ces bénéfices, ils vont être de 2 types. D'abord, il y a bien sûr le contenu pédagogique, des scénarios, de ces formations, avec des thématiques pour chaque formation donc qui va être ciblée, un contenu qui va être élaboré avec, forcément des experts, des experts terrain, pour avoir la bonne précision, avec un enjeu de rappeler des bonnes pratiques. Donc on est vraiment sur cet aspect-là, sur la mise en situation professionnelle. On parle de simulation, il y a vraiment un briefing, l'expérience du scénario et ensuite un feedback qui est donné permettant de la mise en place d'un débriefing. Mais c'est vraiment cette particularité, vous voyez un petit aperçu sur le visuel, on est, dans un environnement, professionnel, ici, un hôpital, une chambre d'un patient, et on va pouvoir vraiment mettre, ses connaissances, ses compétences, les mobiliser, pour répondre aux différentes mécaniques pédagogiques qui sont proposées. Et ce format va avoir pas mal d'avantages. Déjà, bien sûr, c'est l'aspect ludique, je l'ai évoqué à plusieurs reprises pour engager les apprenants, mais on est aussi sur un format qui est court et ça, c'est essentiel pour travailler la disponibilité des agents. L'avantage de ce type d'outils, c'est qu'ils vont bien sûr pouvoir être utilisés, au cours d'une journée professionnelle sans avoir, voilà, en dégageant un petit peu de temps pour les professionnels sur le temps de travail. Et qui dit numérique dit on n'a pas besoin de faire venir un formateur. On peut donc organiser une formation pour les professionnels de jour, mais aussi de nuit.
et c'est aussi un bel avantage. L'idée, c'est de pouvoir diffuser tout ça simplement, rapidement, et ça va avoir un enjeu important. Qui dit numérique dit également données, avec, donc des statistiques qu'on va pouvoir suivre au niveau de l'apprenant, mais également de manière agrégée, sur l'ensemble des participants. Tout ça va être mis à disposition sur une plateforme, qui, va être aussi intéressant dans le cadre de la certification. Ça va pouvoir servir de réponse, on parlait de preuves tout à l'heure, pour répondre aux demandes des experts visiteurs. Donc tout ça est bien sûr tracé, toutes les activités de formation, tous les moyens mis en place, pour certaines thématiques sont tracés, et avec des attestations notamment, et on va pouvoir justifier des actions en cours et des moyens mis en œuvre. Sur la slide suivante, je vais pouvoir vous parler, elle va s'afficher, voilà, de ce que met en place Simango pour la certification. Donc parmi l'ensemble de nos thématiques, il y en a une vingtaine de formations qui vont être particulièrement adaptées pour, les enjeux de la certification, et avec un lien fort sur les référentiels. Alors sur notre site, vous retrouverez toutes ces formations avec un petit macaron, heu, certification HAS, qui permet de facilement les identifier. Et puis on a mis en place un accompagnement, vraiment, adapté aux enjeux des établissements, avec des phases de pré-déploiement où on va vraiment comprendre vos enjeux. Est-ce que la certification, c'est dans 1 an? Est-ce que c'est dans 3 mois? Est-ce que vous avez identifié un certain nombre de thématiques qui pourraient être des points faibles au sein des équipes? Et dans ce cas-là, on va vous accompagner pour proposer un vrai déploiement, un vrai plan d'attaque, en fonction des catégories professionnelles et des métiers de vos équipes. Bien sûr, le onboarding pour prendre en main l'ensemble des outils et les connaître. Et puis un suivi mensuel, va s'organiser, avec ces statistiques. On va pouvoir voir, réellement si, la thématique, la formation a vraiment apporté, si on peut en rajouter d'autres parce que finalement les gens se sont vraiment embarqués et les ont faites assez rapidement. Et donc ce suivi va vraiment permettre de monter en compétences rapidement les équipes. Et puis on ne vous lâche pas dans la nature une fois que la certification est finie. Bien sûr, il faut préparer la suite, avec, voilà, des réunions post-certification, préparer la formation continue. Bon, bien sûr, avec tout ça se fait avec un support technique, qui vous accompagne. Et puis, bon, voilà, c'est bien d'avoir des outils hyper performants, mais si personne les connaît, forcément, l'usage n'est pas là. Donc on a développé également des supports de communication qui vous aident à faire connaître ces dispositifs. Ça passe par des affiches, des vidéos, des bannières, et cetera. Parmi les thématiques, je ne vais pas toutes les citer, mais il y en a, quelques-unes, sur lesquelles vous pourrez, forcément, vous y retrouver sur les enjeux de la certification, des classiques comme l'identito-vigilance, la bientraitance, des thématiques autour de l'hygiène. On soulignait tout à l'heure la place, du médicament, dans ce nouveau référentiel. Et voilà, sur la slide suivante, on voit par exemple le circuit du médicament, le calcul de dose, la chasse aux erreurs médicamenteuses. Un grand nombre de nos formats reprennent, cette mécanique pédagogique de la chambre des erreurs, et donc on va pouvoir aller identifier un petit peu et aller à la chasse de toutes ces anomalies. Et je voulais souligner, voilà, la place des l'analyse des critères, l'analyse de ce nouveau référentiel. Sur notre site internet, vous retrouverez pour chacune des thématiques qui pourraient vous intéresser, les critères auxquels, contribue la formation, et notamment les critères impératifs, qui vont pouvoir être impactés. Voilà pour, ce panorama des différents, logiciels, des outils numériques qui vont contribuer à la qualité et à la certification au sein de vos établissements. Je vous propose désormais de prendre quelques questions. Je crois en avoir vu passer quelques-unes, notamment, pour l'équipe de GoCertif, sur l'implication, des équipes peut-être? Ou, comment peut-on profiter de cet outil GoCertif peut-être pour commencer? Donc l'outil CoCertif, pour en bénéficier, on organise donc un petit peu une formation sur une demi-journée pour rentrer dans le détail de l'utilisation de l'outil, et puis surtout parler retour d'expérience, puisque voilà comment nous on l'utilise, comment il peut être utilisé, et puis les outils qu'on peut utiliser en dehors de GoCertif de manière générale
au quotidien, voilà, pour une démarche d'amélioration continue. Voilà. C'est du retour d'expérience et donc l'outil qui est expliqué en détail. Et donc, c'est une formation qui est proposée par l'organisme de formation EMS. Et qui peut être faite en distanciel. Et qui est réalisée en distanciel. Et nous avons une deuxième question de Estelle. Oui. Donc sur l'implication des équipes, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que nous, on a fait le choix d'autonomiser les services dans la réalisation notamment des patients traceurs, puisque c'est quand même une des méthodes qui est la moins compliquée, l'interrogation du patient. L'idée, c'était d'impliquer davantage l'encadrement et au travers de ces patients traceurs qui sont réalisés dans les services par des binômes médecins cadres, permet d'impliquer quand même davantage les équipes, ce qu'on a constaté, puisque sur les certifications précédentes, c'est nous qui faisions beaucoup de patients traceurs et on n'avait pas le même regard. En plus, l'équipe qualité qui vient dans le service, ça ne fait pas la même chose que quand c'est l'encadrement médical et paramédical qui s'implique dans la démarche. Et on a pu constater, nous, au travers des différentes préparations, que ça permet quand même de favoriser l'appropriation par les équipes des attendus. Ils s'impliquaient davantage, et notamment par l'intermédiaire de l'encadrement. Alors, c'est valable pour le patient traceur, pour le traceur ciblé, par exemple aussi, on a des groupes spécifiques. Je vais parler de l'endoscopie, par exemple. On a un groupe de travail qui est constitué par des professionnels de santé. Et ils se sont appropriés aussi les grilles pour pouvoir mener des traceurs ciblés en autonomie. Donc, on voit bien que les équipes sont davantage impliquées dans ces démarches. Alors, il y a des méthodos où on a gardé la main dessus. Les parcours traceurs, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Donc, on a gardé la main dessus, les outils de système aussi. Les observations, l'encadrement s'est approprié les grilles et fait ça aussi en autonomie. Donc, en tout cas, sur notre GHT, on a constaté que ça avait quand même aidé à l'appropriation des équipes. Puis c'est aussi le rendu des résultats à l'échelle du service, puisque la limite de la procédure de certification, c'est que c'est une certification d'établissement. Donc, en termes de retour aux équipes, en fait, en tant que service, on se retrouve noyé dans un centre d'évaluation. Et donc, après, pour l'implication des équipes, c'est quand même intéressant d'avoir quelque chose qui situe son service, sa spécialité. Donc ça, justement, GoCertif le permet. Par exemple, sur l'interventionnel, c'est vrai que nous, on faisait déjà du simili-traceur ciblé. Demain, ça permettra aussi de positionner, grâce au prisme de la certification, où est-ce qu'ils en sont en équivalent, on va dire, après indicatif de niveau de certification. Guillaume, nous avons une question pour toi de la part de Christelle. Combien de temps durent en moyenne les formations? Écoutez, une formation Simango, c'est 2 briques principales. La première étant bien sûr le scénario, qui est un format court qui dure une trentaine de minutes. Ça peut être un peu plus long pour certaines thématiques. Je pense par exemple à l'acte transfusionnel qui peut demander un petit peu plus de temps. Et la deuxième brique, c'est un livret pédagogique qui permet d'aller un peu plus loin que le scénario. Sur le scénario, on va revoir les bonnes pratiques, on va revoir les contenus essentiels. Forcément, en 30 minutes, on ne va pas tout revoir, et en particulier la théorie. Cette théorie, elle est abordée au sein de ce livret pédagogique. Donc ça, ce sont les 2 briques principales, mais rien n'empêche derrière, et même on le conseille, que le formateur organise un débriefing pour poursuivre ces échanges et confronter tout ça à la réalité du terrain. Merci beaucoup, Guillaume. Et nous avons une dernière question pour François et Cédric, de la part de Marie. Alors, pour cette question-là, je n'ai pas la réponse, puisque donc, on passe par un organisme de formation. Donc, c'est l'organisme de formation EMS qui gère ça. Maintenant, pour ceux qui sont intéressés, peut-être le plus simple, c'est qu'ils me contactent, et puis je les mettrai en relation avec la société EMS pour avoir des éléments, pour avoir des réponses à ce type de questions. Ce sera peut-être le plus simple, c'est de me contacter. Merci beaucoup. Et je crois que nous n'avons pas d'autres questions, il me semble.
Et ben, en tout cas, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Et puis, merci beaucoup à Guillaume, François et Cédric également d'avoir donné de leur temps. Merci. Merci à vous. Donc, merci. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir.